Ma première question, Axel Kahn, s'adresse tout autant aux généticiens qu'à l'homme exigeant, en particulier en matière éthique, qui en tout cas refuse d'éluder les questions morales. Ma première question concerne le regard que vous portez sur le sport en général, peut-être le sport que vous pratiquez vous-même, et le sport de compétition, le sport habité par l'exigence de performance tel qu'il se réalise aujourd'hui. Vous savez, rien que pour répondre à cette question, cela pourrait occuper tout notre entretien, car on ne peut pas jeter un seul regard sur le sport, je crois. Les fonctions, la réalité, la vision du sport représentent un éventail extraordinaire. On va essayer de égrener les principales caractéristiques, pour moi, du sport. Tout d'abord, le sport est un dialogue entre moi-même et mon corps. Mon corps qui appartient à moi-même, je ne suis pas séparable de mon corps, non plus que réductible à ce corps. Il y a donc une espèce de dialogue absolument permanent. Et lorsque la personnalité que je crois être est capable de commander à mon corps, de s'exprimer notamment dans un exercice, éventuellement dans un exploit sportif, c'est une espèce de communion, d'unité qui se matérialise par là. Par ailleurs, la personne que je suis, l'être que je suis, a besoin d'être à l'aise dans sa pensée et dans son corps, indissociable. Le sport est certainement un moyen d'augmenter cette aisance. Troisièmement, mon corps est ce que je présente de moi-même en première analyse à autrui. Par conséquent, le sport est également une présentation de moi-même. Au départ, de l'enveloppe de moi-même, mise dans les conditions où je vais être important pour les yeux des autres. Or, quatrième élément, il est tout à fait évident que le mammifère humain a une caractéristique, c'est une de ses plus grandes caractéristiques, c'est de n'exister que dans les yeux des autres. Le cheval qui court comme il le peut, probablement, est pris par l'amour de la course. Je suis moi-même cavalier et je puis en témoigner. Je ne crois pas qu'il s'imagine l'admiration qu'il va enclencher dans les yeux des autres chevaux, même s'il les dépasse à la course. Or, dans le sportif, il y a le désir d'être à la hauteur de ce qu'il imagine de lui-même, mais également que les yeux des autres lui renvoient de lui-même une image flatteuse. Et puis, c'est un moyen d'entrer dans la compétition, mais une compétition qui, au départ, va être ludique. C'est-à-dire, on établit que le jeu comporte cette compétition qui est totalement, normalement, et qui devrait être, qui est totalement, on va dire, nettoyée de toutes les bases de l'agressivité, de la violence, qui font partie, naturellement, de la compétition. Voilà quelques-unes des caractéristiques du sport, mais je m'arrête là, je pourrais continuer, évidemment. Donc, d'une certaine manière, je suis mon corps, mais je ne suis pas que mon corps. Ça veut dire que si le sport a sa part dans l'humanisme, il a une part particulière, il ne saurait être le tout de l'humanisme. Personne n'a jamais prétendu que le sport était le tout de l'humanisme. On a prétendu un peu l'inverse. Je suis encore, moi, d'une génération, mon papa était philosophe, il était un peu sportif, mais pas trop, mais en règle générale, dans les milieux intellectuels de cette France bourgeoise intellectuelle d'avant-guerre et d'après-guerre, les bons élèves, volontiers, on leur faisait des dispenses d'éducation physique. Car il ne fallait pas qu'ils se rabaissent à des exercices subalternes. Il ne fallait pas qu'il y ait une compétition entre la créativité intellectuelle et la débauche d'énergie de leur corps, en quelque sorte. Donc vous voyez qu'au contraire, à un moment donné, il y a une tendance à ce que l'humanisme exclue le corps. Je ne crois pas que jamais on a considéré que le corps le résumait. En réalité, si je me ramène à l'humanisme des origines, à l'humanisme gréco-latin, l'homme est beau. Il est beau par ce qu'il pense, il est beau par la raison, il est beau également par son corps. Et je crois que ce qui est bon et beau dans le sport, c'est la raison qui gouverne le corps. On n'a jamais imaginé faire une compétition sportive entre des êtres totalement décérébrés. C'est l'étincelle d'humanité et parfois, pour les croyants, l'étincelle de co-divinité qui commande et qui s'exprime par un corps en magnificence qui fait l'intégration du sport dans l'humanisme. Mais bien évidemment, l'humanisme ne saurait se limiter à cela. La question morale, pour vous, est inséparable de la formulation
au sens kantien du terme, au sens où Emmanuel Kant a parlé de l'impératif catégorique, de l'exigence d'universalité. Donc j'aimerais savoir comment vous arrivez à concilier une morale universelle, et vous ne concevez pas une morale relativiste, et d'autre part les règles de l'éthique sportive, qui ne sont peut-être pas universalisables. Voilà, en fait les choses sont compliquées parce que je ne suis pas aussi kantien qu'il peut sembler. Je pense qu'il est difficile de parler morale sans au moins faire référence, ne serait-ce que pour les critiquer, aux deux impératifs catégoriques majeurs de Kant. Celui qui traite de l'universalité, mais également celui qui dit « fais en sorte de considérer l'humanité en toi-même comme en la personne de tout autre, non seulement comme, et ça va être fondamental pour la discussion du fait sportif, non seulement comme un moyen, mais toujours également comme une fin. Ce sont les deux éléments importants que l'on peut certainement critiquer, mais on ne peut faire forcément un détour et systématiquement un détour pour les éviter. Est-ce que la morale sportive peut être universalisable ? Elle peut être universalisable, certainement. Je veux dire qu'elle peut valoir en tout lieu. En revanche, et c'est un autre point, elle n'est pas universelle au sens moral du terme. Le sens moral, c'est qu'est-ce qu'est la bonne voie ? Qu'est-ce qui est bien ? Et la question se pose de savoir s'il y a une notion du bien qui soit universelle. Je ne vais pas la résoudre ici. Je pense que oui. Je pense que le respect de l'humanité en l'homme, je pense que la valeur, de quelque manière qu'on la considère, la valeur des autres, le fait que les autres ne sont jamais uniquement des choses, premier impératif de Kant, ce sont des éléments qui ont une vocation à être universalisés. Le statut du sport dans ce domaine-là est qu'il faut parler des règles sportives plus que de la morale sportive. Les règles sportives sont certainement universalisables. En revanche, est-ce que l'on peut universaliser comme élément moral que toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, et que le plus fort l'emporte systématiquement ? Alors évidemment, le plus fort peut être celui qui dépense le plus d'énergie, dont l'esprit gouvernant le corps amène le corps à se dépasser. Il n'empêche que s'il s'agit par exemple d'être le plus fort au volley-ball, celui qui mesure 1m55 et celui qui mesure 1m95, et encore il est petit au volley-ball, qui mesure 2m10, il n'y a pas photo. Il y en a un qui sera peut-être un grand joueur de volley et l'autre pas. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc il y a dans la règle sportive, la morale sportive si vous voulez, mais il faut penser quand on dit morale sportive, la règle sportive, que le meilleur gagne. Il n'y a que le meilleur gagne, et le meilleur est aussi celui qui a les plus grands moyens physiques pour gagner. C'est-à-dire il y a quelque part une promotion de l'inégalité physique. Donc non universalisable. Voilà, promouvoir l'inégalité physique comme valeur morale peut être proposée universellement, mais n'a pas de valeur morale universelle, ça c'est clair. Alors, dans ces conditions, s'il y a des inégalités biologiques, est-ce qu'on ne peut pas s'autoriser à les compenser ? Est-ce que l'idée, enfin le dopage, mais pas seulement le dopage, on donne bien des cours particuliers à des élèves pour compenser des performances moindres dans le système scolaire. Pourquoi interdire le dopage comme compensation d'inégalités entre guillemets naturelles ? Je dis entre guillemets. Alors, vous avez tort et vous avez raison. Vous avez tort et nous verrons que vous avez totalement tort. D'ailleurs, vous ne le pensez pas. Vous avez raison sur un point, c'est que pris factuellement dans l'étude du couple, promotion de l'inégalité physique et compensation de l'inégalité physique. Après tout, l'action humaine n'a de cesse que d'essayer de compenser les conséquences de l'inégalité physique. Si on fait remarcher quelqu'un qui est unijambiste en lui mettant des prothèses, ou bien si on arrive demain à faire en sorte que les gens qui sont tétraplégiques puissent refonctionner, si le handicap est diminué, si systématiquement les gens qui sont, il faut bien le dire, défavorisés en dehors même du handicap, il y a des engins pour porter, ils ne sont pas forts, peu importe, les engins les remplacent, etc., etc. Toute l'action humaine a pour but d'essayer de compenser les conséquences de l'inégalité biologique. Il n'y a que dans le monde de nature, d'une certaine manière, où chacun survit en fonction de ses capacités physiques et notamment de ses capacités guerrières et reproductives. Dans le monde civilisé, non. Alors, on pourrait en conclure qu'après tout, dans le jeu de la compétition sportive, le dopage est un moyen de permettre à celui qui n'a pas été doté par la nature de ne point souffrir plus avant de cette injustice, de lui permettre, ma foi, de rivaliser avec les plus forts. On verra que ce n'est pas vrai du tout, parce que le plus fort, dès lors, n'a de cesse que de se doper lui aussi. Et il y a une espèce de course en avant qui est
tout à fait déshumanisante, et avant d'être déshumanisante, qui est un danger pour la santé, pour la longévité, pour l'humanité des personnes. Mais il y a une autre manière de considérer le sport. Le sport, la logique sportive, que le meilleur gagne, c'est notamment que celui qui a les meilleurs moyens physiques gagne, sans tricher. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer artificiellement d'augmenter ses moyens physiques. Je vous ai dit, ça n'a pas de morale universelle. Il n'empêche qu'il y a une convention. Il faut intégrer l'idée que le sport est une relation qui a ses conventions. La convention est que, effectivement, nous sommes divers, mais être divers ne veut pas dire être inégal. Et la grande erreur à ne pas faire, c'est considérer que l'inégalité égale la diversité. Il y en a qui sont plus grands que d'autres. Oui, mais celui qui est petit, il peut être excellent aux échecs, il peut être excellent, etc., etc. Nous sommes d'une extraordinaire diversité, et cette diversité, les petits, les grands, les plus maigres, les moins maigres, les chauves et les chevelus, etc., etc., si on fait en sorte que l'on considère le monde social, l'humanité de l'homme, un peu comme un monde de nature avec toute une série de niches psychologiques, de niches ludiques. Nous avons tout ce qu'il faut pour occuper chacune de ces niches. Il ne faut pas que, en fonction de notre diversité, nous voulions tous occuper la même niche. Ramener dans le domaine sportif, cela veut dire qu'il ne faut pas que toutes les personnes entre 1m55 et 2m20 désirent jouer au volleyball, bien naturellement. Cette convention est là. Il y a une inégalité des capacités à un moment donné, en réalité qui est une diversité, qui n'est certainement pas une inégalité des valeurs. Par conséquent, la notion selon laquelle on ne doit pas accepter cette différence, notamment corporelle, et il faut la compenser, revient pratiquement à ramener notre humanité à notre corps. Revient en fait à considérer que nous ne sommes que le moyen de pratiquer ou de nous exercer à ce sport-là, à cette compétition-là. Nous ne sommes que le moyen de jouer au volleyball. Non, nous sommes petits, nous ne sommes pas que le moyen de jouer au volleyball, nous pouvons faire maintes choses. Je crois que c'est un ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Jobert, qui disait quand on est petit ou on a du génie, ou quelque chose comme ça. Bien évidemment, la convention sportive doit au départ marquer cela. Il y a certainement une diversité. Respecter la diversité, c'est la convention, la règle du sport. Cette diversité n'est pas inégalité, n'est pas inégalité. Il y a peut-être l'ambiguïté du mot performance, qui est à la fois, on peut le distinguer de la compétence, donc à ce moment-là on réalise l'excellence, et chacun peut réaliser son excellence, mais il y a la performance comme course en avant, c'est-à-dire ici comme course vers des normes qui sont imposées au sujet, qui sont imposées par le spectacle sportif. Peut-être l'ambiguïté même de la notion de performance complique un peu le regard sur le sport. C'est très amusant parce que performance peut avoir deux termes, un terme français et puis sa traduction, la signification lorsqu'on utilise performance comme un mot anglais. En français, la performance, c'est la réalisation de l'excellence dans quelque domaine que ce soit. C'est le dépassement de soi-même. Si j'en reste à cette définition, la performance est difficilement critiquable. Si je suis celui qui me fixe un objectif pour essayer de réaliser le meilleur de moi-même en fonction de ce que je puis faire, être performant, je ne vois pas que l'on puisse me le reprocher ou bien connoter négativement, moralement, ce désir-là. Mais la performance, dans le sens anglais du terme, c'est également le spectacle. Et lorsque la performance est vue uniquement dans son caractère de contribution fondamentale au spectacle, elle peut être totalement critiquable, parce que le but dans la vie, à ce moment-là, n'est pas de réaliser ce que je juge important pour moi, c'est de paraître vis-à-vis de normes qui me sont imposées totalement de l'extérieur. D'une autonomie revendiquée où je me fixe des barrières que je veux dépasser, on en arrive à une totale hétéronomie où c'est le monde extérieur qui me dit ce que je dois faire pour être considéré comme performant. Et c'est le cercle vicieux, il me fera comprendre que si je ne suis pas performant, alors je serai insignifiant. Si je suis insignifiant, je ne serai pas regardé par autrui. Et si je ne suis pas regardé par autrui, et ça chacun le sait, je n'existerai pas.
Donc, tout dépend de la manière dont on considère le terme de performance. Alors j'ai envie de revenir sur un point. Vous avez parlé tout à l'heure de la longévité, de la question de la longévité des sportifs, qui est une question essentielle. On sait que les sportifs meurent jeunes, et par conséquent ici, le sport, sous cette forme, est une atteinte à peut-être un droit humain, qui est celui, au fond, de mener sa vie indépendamment de tout artifice spectaculaire qui le limiterait. Là encore, je ne peux pas répondre simplement et de manière manichéenne. En règle générale, je m'efforce de ne pas répondre de manière manichéenne. Mais je ne le veux pas concernant votre question. Est-ce que je suis libre de faire de ma vie ce que je désire, y compris si cela doit réduire ma longévité? La réponse est oui. Le seul but dans la vie n'est pas de vivre centenaire. Il y a d'autres buts dans la vie. Je puis m'engager courageusement, faire ce que j'ai décidé, en sachant très bien que, ce faisant, probablement, je vivrai moins longtemps que si je choisis un type de vie parfaitement mesuré en tout, insipide, éventuellement insignifiant, peu importe. Maintenant, si l'on me fait miroiter une activité qui est épanouissante pour le corps et pour l'esprit, qui est en quelque sorte un hymne à la jeunesse et à la santé. Vous avez remarqué que c'est bien là l'image que l'on donne du sport. Si je le crois, si je m'y engage, et qu'à l'arrivée, à 50 ans, j'ai un rhumatisme des 2 genoux, je ne peux plus bouger la main, j'ai probablement une obésité que je ne puis maîtriser à 55 ans, et que je meurs d'infarctus du myocarde à 65 ans, là il y a tromperie. Et si cette tromperie, c'est simplement au nom d'un spectacle pour esbaudir les foules, il y a une prise en otage, il y a une véritable suggestion. Donc, on en arrive du point de départ qui est que la longévité n'est pas un but dans la vie, très certainement. En revanche, il n'appartient à personne, sauf à moi, de jouer avec ma longévité. Surtout en me trompant totalement. Et on en revient naturellement à ce par quoi le dopage, même si on peut comprendre la raison pour laquelle celui dont la diversité l'amène à n'être pas compétitif dans un exercice donné, désire se doper pour, ma foi, compenser le fait qu'il ait fait un mauvais choix, pas un mauvais choix, mais qu'il ait eu peu de chance à la grande loterie de l'hérédité. On en arrive à tout un comportement où le plus fort se dope aussi bien comme le plus faible, donc de toute façon on rétablit totalement l'inégalité et simplement tout le monde, sans le savoir très souvent, met très gravement en danger sa longévité qui n'est pas en soi l'objectif, mais des conditions d'épanouissement, alors même qu'on ne sera plus un sportif. Or, qui me fera croire qu'un sportif est incapable de vivre, de vouloir, de désirer, d'être heureux, de trouver un plaisir extraordinaire à voir naître, à voir se développer ses enfants dans leur carrière, ses petits-enfants, que tout cela va disparaître du jour où il ne sera plus compétitif. Donc, il faut qu'il y ait un langage de vérité de ce point de vue-là, c'est évident. Le spectacle n'est-il pas, je dirais presque par définition, une sorte d'abolition de la durée, du temps? Est-ce qu'il n'y a pas ici un triomphe de l'instantané? Par exemple, le travail du sportif n'apparaît pas clairement. Et on pourrait dire aussi que les effets du sport n'apparaissent pas clairement. On ne voit pas un sportif de haut niveau vieillir. Est-ce qu'il n'y a pas une spectacularisation ici qui coupe le sport, je dirais, de la vie, tout simplement, en faisant un artifice? Mais le spectacle est toujours un artifice. Et là encore, il faut l'appréhender comme tel. Que ce soit un morceau de musique, que ce soit une représentation dramatique ou bien le numéro d'un comique, ce spectacle, il existe en lui-même. Il flotte un peu dans l'espace. Pour autant, la vie de l'acteur, de l'artiste, ne saurait se résumer à ce spectacle-là. Il n'est pas le moyen du spectacle. Il est naturellement le moyen, mais il n'est pas que le moyen du spectacle. Et le spectacle, il va l'appréhender comme étant nécessaire à sa vie en tant que personne. Et ce qui est critiquable, d'une certaine manière, dans la dérive, j'appelle cela la dérive du spectacle sportif aujourd'hui, c'est que derrière une figure d'appel, qui est celle à laquelle j'ai fait allusion,
la jeunesse rayonnante, belle et conquérante. On voit un spectacle qui met cela en scène. En amont, il y a beaucoup de souffrance, mais au contraire, ça c'est quelque chose qui est important. C'est important parce que le spectacle, le vrai spectacle, aujourd'hui on s'en écarte, mais le vrai spectacle met en scène des talents. Je dis qu'aujourd'hui on s'en écarte parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup moins de gens talentueux que de gens qui n'ont pas de talent. Et c'est la raison pour laquelle le spectacle le plus à la mode aujourd'hui est la mise en scène des gens qui n'ont aucun talent. Le loft ou je sais pas quoi. La télé-réalité. Voilà, télé-réalité, où on prend la personne la plus banale possible, qui ne sait rien dire, qui ne sait rien faire, qui ne sait penser à rien, parce qu'elle est beaucoup plus représentative du reste des personnes. Le sportif, c'est pas le cas. Le sportif, comme le chanteur, comme le poète, comme le bon cinéaste, il est remarquable. Et s'il est remarquable, c'est qu'il a un talent, mais ce talent, bien évidemment, il l'a développé. Et ça n'est pas répréhensible. Il est, le sportif, est un acteur de son sport, vraiment comme un autre. Là où je deviens naturellement beaucoup plus critique, c'est que contrairement à tous les autres acteurs, à tous les autres femmes ou hommes de spectacle, parfois, à son insu, lui met totalement en cause son avenir. Et parfois se promet un avenir qui est totalement l'inverse de l'image qui attire vers le sport, cette image de l'épanouissement. Alors, derrière épanouissement, on imagine rester bien dans sa tête, dans son corps, aussi longtemps que possible. C'est pas sûr qu'ils soient tous très bien dans leur tête, et pour beaucoup d'entre eux, et trop d'entre eux, ils ne restent pas longtemps bien dans leur corps. Mais est-ce qu'on n'a pas affaire à quelque chose un peu comme l'art des gladiateurs de l'époque romaine, les jeux du cirque, à la fois des gens qui tutoient la mort pour le plaisir de tous, mais également une sorte de divinisation, car les gladiateurs passaient pour des demi-dieux. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où le sport se coupe de plus en plus, au fond, des représentations culturelles communes pour frôler avec un nouveau domaine du religieux, pratiquement? Il y a une immense différence avec le gladiateur. C'est qu'il y a, avec le gladiateur, il n'y a pas de fraude sur la marchandise. On sait que ces gladiateurs sont là pour se tuer, pour mourir. On ne présente pas le métier de gladiateur comme le moyen d'une promotion de la juvénilité prolongée, de la santé et du bien-être. S'il y a des boxeurs, par exemple. Il est clair que moi, j'aime pas la boxe, honnêtement, j'aime pas ça du tout. Que l'on paye pour voir des gens se taper dessus et s'ébranler le cerveau avec les conséquences que l'on sait, je trouve ça totalement, absolument inouï, et je serais assez partisan qu'on l'interdise. Cela étant dit, le boxeur moyen, on sait très bien qu'il se tape dessus. C'est-à-dire, ça, ce sont des gladiateurs, des vrais gladiateurs, c'est un sport de combat. Voilà. Bon, pour le sportif sur les stades, l'athlète, que sais-je encore, c'est pas ça du tout, théoriquement. Et ce qui est justement la plus grande critique, vous venez de la faire, en réalité, c'est que parfois, en effet, cela peut revenir à une espèce de spectacle de gladiateur, alors que l'image que l'on présente est totalement l'inverse. D'un côté, promotion de la vie, d'un autre côté, promotion de la mort, et parfois la promotion de la vie, en réalité, met gravement en péril, à terme, la vie du sportif. C'est là où nous sommes, vous et moi, j'imagine, mal à l'aise. Mais est-ce que le sport, alors, enfin, on pourrait dire l'idéologie, une certaine idéologie sportive, une certaine mise en scène du sport par la société, obéissant à des critères à la fois de performance économique, etc. Enfin, est-ce que le sport ne constitue pas paradoxalement une atteinte aux valeurs qui semblaient le constituer, à savoir participer à l'excellence, à l'épanouissement? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qui fait que le sport devient contradictoire dans les termes, presque? On en arrive, on va même, si vous voulez bien, on va sortir du cadre du sport. On en arrive à une notion. Personnellement, je considère que la marchandisation du corps, qui n'a pas d'autre critère que le succès du processus marchand, est naturellement une atteinte frontale à tous les idéaux de l'humanisme, est une négation
de la valeur personne humaine, que ce soit la prostitution lorsqu'elle n'est pas l'exercice, elle l'est rarement, d'une liberté épanouie de la femme, que ce soit le combat de gladiateurs, que ce soit le combat de boxe, ou bien que ce soit l'excès du combat sportif, lorsque, si jamais il n'arrive pas à faire autrement, lorsque pour les besoins de la cohérence et de la rentabilité d'un spectacle, il amène, sans le dire, et tout à fait à l'inverse des valeurs qu'il véhicule, à mettre en danger la personnalité, l'équilibre et la longévité des personnes. La question fondamentale n'est pas naturellement, ce serait un peu naïf, de nier la valeur économique de tous les spectacles. Or, nous avons vu, vous et moi, que le spectacle sportif est un spectacle qui a la même légitimité que les autres spectacles. Il y a des gens remarquables qui ont travaillé et qui montrent leur talent. C'est magnifique, il faut véritablement le montrer. Cela étant dit, ces personnes qui sont le moyen de cette exhibition de leur talent ne sont jamais que ce moyen-là. Et on voit très bien le caractère par lequel la marchandisation devient totalement critiquable, c'est lorsque la personne en elle-même, et sans aucune référence à ce qu'elle est par ailleurs, n'est plus que le moyen du succès commercial, du succès économique de cette entreprise. Alors là, bien évidemment, le sportif n'est plus à un moment donné que celui sur lequel on va investir. Bientôt, on va, d'ailleurs ça pourrait se faire, on va coter un sportif en bourse. On le fait déjà avec des équipes de football, alors pourquoi pas avec les sportifs individuellement. On a commencé à parler de Kant, ça c'est naturellement totalement antinomique avec le premier principe catégorique selon lequel notre personne exige que nous soyons toujours également la fin de nos actions et des actions des autres. Alors, il y a une question qui ne peut pas ne pas se poser, c'est que lorsque notre société traverse des crises, et des crises sociales en particulier, lorsque les banlieues s'agitent, lorsqu'on n'arrive pas à donner une réponse, si j'ose dire presque républicaine, à des demandes d'égalité, on propose le sport. Mais le sport qui est proposé comme modèle, c'est pas le sport que chacun peut pratiquer pour réaliser son excellence, c'est le sport à travers quelques modèles, à travers quelques figures d'exception, c'est-à-dire au fond des normes inatteignables qui fonctionnent comme une sorte de modèle négatif au fond, car plus exclusif qu'inclusif. Il y a même pire que ça. Mais je vais commencer par dire que, en soi, ce pourrait être une bonne voie. C'est-à-dire, je fais partie de ceux, peut-être un peu naïfs, qui considèrent que, en effet, pour pas mal de ces jeunes qui ont quelques difficultés à canaliser leur violence, à occuper leur journée, à se fixer des objectifs, cette espèce de compétition codifiée dans le respect de l'autre, où on n'établirait pas d'égalité entre la performance dans un domaine donné et l'égalité entre les gens, est certainement un modèle tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant, arriver à faire en sorte que ces jeunes s'intéressent à quelque chose, le succès de leur équipe, leur propre succès, arrivent à établir une différence entre la compétition et la guerre, la compétition et le combat, arrivent à se réjouir du résultat quel qu'il soit, même si l'on préfère toujours gagner, à faire la fête avec l'adversaire, ce qui est tout de même l'une des présentations assez classiques à laquelle je reste attaché, du sport absolument. Ça, il n'y a aucun problème. Il s'agit d'un modèle qui est certainement efficient et que l'on aurait bien tort de ne pas utiliser. Maintenant, si dans cette atmosphère désocialisée, ces difficultés familiales, cette violence qui ne demande qu'à s'exprimer, ce que l'on présente pratiquement, c'est le sport comme un nouveau moyen de faire la guerre. Le sport comme un nouveau moyen de combattre, de l'emporter sur l'adversaire. Des fois, c'est le combat à coups de bêtes de baseball sur le parvis d'un supermarché. D'autres fois, c'est le terrain de foot. Mais en réalité, ça se termine pareil, par la chicorne généralisée, par des coups et des blessures. Alors là, bien évidemment, le sport perd simplement sa raison d'être. Là, pour le coup, il s'agit d'une négation de ce qu'il est. Je rappelle quand même, le sport, c'est une manière de chanter la profonde unité du corps et de la personne qui sont
non réductibles l'un à l'autre et indissociables l'un de l'autre, et d'admiration devant la beauté d'un corps qui est de manière optimale mu par une volonté humaine. C'est ça le sport, profondément. Oui, parce que ces jeunes finissent par adorer une logique qui est celle qui les exclut. Il y a donc quelque chose ici qui peut paraître assez tragique, au fond. C'est d'apporter une caution à une manipulation, par exemple, des corps, à une sélection des corps, selon des critères de performance. Mais vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. Vous avez raison. Vous avez raison. Dans les banlieues, dans le monde entier, mais notamment en France, on a vu ces dernières années un phénomène qui est lié d'ailleurs à l'évolution politique, à l'évolution syndicale, qui est que là où existaient des mouvements politiques, des mouvements syndicaux, des mouvements religieux multiples, il en existe encore, ils sont moins multiples probablement aujourd'hui, des maisons des jeunes et de la culture, aujourd'hui on en est arrivé à un système où le standard important est celui de la réussite individuelle par tous les moyens, fût-ce le sport en l'occurrence. Mais la raison pour laquelle on en est arrivé là, c'est que c'est le standard unique que la société impose, notamment au monde sportif. Le grand sportif n'est pas celui qui est très beau, ce n'est pas celui qui est très performant parce qu'il est très performant. C'est celui qui, à un moment donné, va avoir une valeur marchande considérable. C'est vrai d'ailleurs pas simplement dans le domaine du sport, c'est vrai dans le domaine de l'art. Récemment en France, il y a eu une espèce de querelle. Est-ce que les Français qui sont ringards dans tous les domaines sont également devenus ringards en production artistique? Alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais l'argument que l'on a donné pour montrer combien les Français étaient devenus ringards dans le domaine de production artistique était leur faible performance sur le marché de l'art. Le seul critère à l'aune duquel on va déterminer si une œuvre d'art est belle, c'est ce qu'elle coûte, le prix auquel elle se monnaie. Le sport obéit totalement à cela. Et pour les jeunes qui sont dans ces situations difficiles, on part d'un modèle de promotion sociale où les gens ont la capacité de libérer leur chaîne, d'accéder à la raison, à une certaine aisance naturellement. Et ce qu'ils voient, c'est que ceux qui y arrivent, c'est pas du tout ça en règle générale. Celui qui a la belle bagnole, qui a les belles pépées, etc., c'est celui qui a trouvé un bon business, quel qu'il soit, ou bien qui est un bon rocker, mais ça, j'ai rien contre les rockers réellement, ou le rap, on dit rap maintenant, on dit plus rock du tout, je suis un vieux schnock, ou bien alors qui va devenir boxeur. Et ça n'est pas du tout la beauté de ce qui va leur permettre de gagner leur vie. Ça n'est pas du tout cette perspective de s'épanouir, y compris d'ailleurs en ayant accès à l'aisance matérielle qui est promue. C'est uniquement ce critère unique. Le critère unique est qu'il n'y a plus de manière de déterminer ce qui est bien et ce qui est beau que ce que cela vaut. Et les jeunes, ma foi, en regardant autour d'eux, s'en sont convaincus. Et c'est en fait un des cercles vicieux qui les maintient dans ce système-là, parce que ce système-là est d'une incroyable violence. Avant que ce système soit, entre guillemets, civilisé par toute une série de règles, il est un affrontement global, violent, de tous contre chacun. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger tout de même? C'est le danger là de l'objectivation au fond du sportif qui devient l'objet d'un travail à la fois génétique, etc., pour essayer d'optimiser ou d'optimaliser un certain nombre de capacités, de potentialités. Le danger, il est de dérive qualitative et quantitative, et plus quantitative que qualitative en réalité. Je m'explique. N'importe quel sélectionneur, chef d'équipe sportive, va naturellement sélectionner les gens qui sont a priori les plus aptes à être performants dans le sport considéré. Des grands pour le basket et pour le volleyball, des costauds pour les haltérophiles, plutôt des Africains de l'Ouest pour le sprint, plutôt des hommes des grands plateaux africains pour le fond, etc., etc. Donc ça, c'est pas d'hier. On n'a pas entendu la génétique réellement pour faire ça. Il n'empêche que ces gens-là, ces
ces sportifs qui sont sélectionnés pour a priori leur aptitude, éventuellement déjà le début des prédispositions qu'ils ont manifestées, on sait également qu'ils ne sont pas que cela, qu'il y a des exceptions parfois. Il arrive même que des Blancs gagnent le 100 mètres. Il arrive que dans le fond, il y ait une vraie compétition entre les uns et les autres, etc., etc. Tout simplement parce que le sport, il est une aptitude physique, c'est-à-dire il faut avoir les moyens physiques, d'une part, et puis il est cette prise de contrôle, cette qualité par un sélectionneur, par un entraîneur, l'entraînement joue un rôle très important, et il est de travail psychologique. Et l'élément du travail psychologique, il est absolument fondamental. Il ne faudrait pas remettre en cause fondamentalement cet équilibre, de telle sorte que l'augmentation de la connaissance sur les critères génétiques de la probable performance, et aujourd'hui on connaît 5, 6, 7 marqueurs de la performance sportive, amène pratiquement à ne considérer le sportif que comme un être génétiquement programmé à être un champion. Toute la dimension de l'excellence technique de l'entraîneur, toute la dimension de la fulgurance, de la volonté psychologique, de la capacité du mental, comme on dit, qui joue un très grand rôle dans l'accession d'un champion à son succès, serait progressivement banni ou du moins passerait au second plan. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement attentif et inquiet pratiquement de la multiplication de cette volonté de recourir à ces tests génétiques. J'ai été directement confronté d'ailleurs à cela, puisque j'étais celui qui, dans le monde, ait lancé une campagne qui, à ce moment-là, avait été d'un succès, lorsque le Comité olympique international avait décidé de détecter les fraudeurs, fraudeuses aux Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en regardant quel était leur sexe génétique. Et j'ai trouvé que, bien évidemment, c'est-à-dire, il y a des règles et il faut que les compétitrices féminines soient des femmes. Cela étant dit, le genre est certainement pas réductible à ces gènes. Il y a, même d'un point de vue sportif, ce sont les hormones qui interviennent. C'est la raison pour laquelle on se dope notamment en prenant des hormones mâles ou bien ce qui fait sécréter des hormones mâles. Et ce début de réduction de la diversité à sa programmation génétique me semblait aller dans le mauvais sens. De la même manière, me semble aller dans le mauvais sens si les entraîneurs se mettaient à dire « écoutez, nous, on a toujours pris les grands pour le basket, maintenant on va voir génétiquement lesquels sont appelés à être grands, comme ça nous permettra de les sélectionner plus tôt et de faire des meilleurs joueurs ». On a l'impression qu'il ne s'agit que un peu d'une progression dans une même logique, mais elle risque pratiquement de faire basculer les choses, c'est-à-dire d'un équilibre qui est une réalité, à une exclusivité du corps et de la programmation génétique, le sportif ne devenant plus que le moyen génétiquement programmé de réaliser son sport. Et ça, il faut essayer de combattre contre ça. Oui, parce que le fait qu'il y ait des déterminants génétiques, il y a. Et on en découvre de nouveau, pas chaque jour, mais presque. Par exemple, vous dites par ailleurs qu'un nombre considérable, un pourcentage considérable d'alpinistes présentent un certain nombre de caractéristiques respiratoires, par exemple. Est-ce que cela, à terme, ne conduira pas nécessairement à une sorte de coupure entre le sport qui participe à l'excellence de chacun, au bien-être de chacun, peut-être au silence des organes, et le sport qui, au contraire, devient un spectacle habité par des exigences à la fois technologiques, médiatiques, économiques? Est-ce qu'il n'y a pas là un danger de divergence et de coupure qui ne permettra plus aux politiques, par exemple, de simplement défendre le sport de compétition comme étant exemplaire et un bon modèle pour le bien-être de chacun? Votre discours, monsieur, est passéiste, parce qu'on en est déjà là. En réalité, vous êtes en train de me décrire un avenir qui est le présent, et depuis déjà quelques années. En fait, ce qui est à craindre, surtout, je crois, c'est une aggravation de la situation du sportif de haut niveau lui-même. Le sportif de haut niveau, la totalité de l'ambiance dans laquelle le sportif de haut niveau évolue est totalement coupée de la pratique ludique sportive comme moyen d'être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Tout le monde le sait, il ne faut pas raconter de blagues. Il n'empêche que le sportif de haut niveau propose un spectacle de qualité, merveilleux, extraordinaire,
que c'est une personnalité, une femme, un homme qui est tout à fait admirable par ce qu'il sait faire, par ce qu'il peut faire, par la manière dont il s'est préparé à le faire et aussi par tout le reste. Et je crois qu'il faut défendre la part d'incertitude que l'on a sur les performances à venir du sportif de haut niveau. Il faut conserver cette notion que le sportif de haut niveau, ça reste profondément une personne qui s'est engagée dans la promotion de son talent sportif-là, qu'il n'est pas que ce talent sportif. Et que essayer de systématiser les déterminants de ce talent amènerait à réduire sa personne à ses déterminants. Et ça aboutirait à le nier en tant que personne. Donc ça n'est pas tellement une coupure, elle a déjà eu lieu entre la pratique sportive quotidienne et le sport de haut niveau, qu'une aggravation d'une évolution qui m'inquiète réellement du sort fait aux sportifs de haut niveau que je vois là. Je parlais pas seulement de la coupure, je parlais aussi du modèle que l'on continue à produire, comme si la justification, par exemple, politique, ou même entre guillemets idéologique, que l'on donne au soutien national, au sport de compétition, servirait d'une certaine manière à la cause du sport. C'est-à-dire du sport pour tous. Vous savez, c'est très compliqué parce que regardez, en regardant un peu derrière nous, par conséquent, ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est. On sait très bien qu'en Allemagne de l'Est, il y a eu une objectivation totale, complète des sportifs qui étaient obligés de se doper de la manière la plus éhontée, hommes et femmes confondus. Cela étant dit, très curieusement, cela n'a pas du tout nui à la pratique sportive de masse, en fait. Et l'inéluctabilité d'une espèce de coupure liée au caractère inhumain, répréhensible de cette objectivation du sportif, considéré uniquement comme les moyens corporels de réaliser sa performance, coupure d'avec l'aspiration à une pratique sportive, dans l'inconscient des gens ne va pas de soi. En réalité, je continue à dire que, pour moi, le danger principal, c'est peut-être l'image du sport, parce que si ce à quoi l'on s'identifie, ce sont ces gladiateurs sportifs à leur insu, très souvent, je ne peux plus trouver de valeur morale à cette aspiration-là. Mais malheureusement, ça continuera d'être attractif. C'est clair que ça continuera d'être mobilisateur. Il y a un danger, en fait. Le danger, c'est que on en arrive à considérer que le seul sport qui vaille la peine soit ce sport-là. Et on voit très bien les conséquences de ce danger, en réalité. Tout le monde le sait, c'est-à-dire on est en train de parler, nous avons parlé, vous et moi, de ce qui est un drame, qui est le dopage dans le sport de haut niveau. Mais il y a un dopage dans le sport amateur, il y a même un dopage dans la pratique sportive individuelle, en réalité. Et je vais vous faire une confidence. Je me suis dopé. Moi, si je me rappelle, je me suis dopé, voilà. J'étais marathonien et je courais. Je faisais mes 20-25 kilomètres tous les dimanches, beaucoup plus quand je me préparais à un marathon. Et j'ai atteint mes meilleures performances quand j'ai eu 40 ans. Et puis après, j'ai connu un plateau, ça a été difficile. Et durant quelques fois, je me suis rendu compte que quand je prenais des corticoïdes avant de faire mon cross hebdomadaire, mon temps s'améliorait, j'avais moins mal. Et j'ai pris des corticoïdes, personne ne me regardait, j'étais seul avec mon chronomètre. Mais il n'empêche que pour moi, l'idéal du sport était de faire toujours plus, toujours mieux. Bien évidemment, ça n'a pas duré. Vous voyez, je suis encore assez en bonne forme à 61 ans. Mais on voit très bien que se fixer un modèle du sport qui ne peut valoir la peine que dans le dépassement constant des performances antérieures, risque effectivement d'avoir des conséquences tout à fait redoutables sur le sport de masse. Une dernière question, vous n'êtes pas technophile, vous n'êtes pas non plus technophobe, enfin en tout cas vous n'êtes pas technolâtre. La technique est indifférente, etc. Mais j'aimerais vous soumettre la fameuse loi de Gabor, et en l'appliquant au monde sportif, est-ce que vous croyez que tout ce qui est techniquement possible se réalisera ? Alors le gros problème, c'est la loi de Gabor transformée.
Est-ce que tout ce qui est techniquement possible se réalisera? La réponse est non. Après tout, on aurait pu déjà faire des hommes transgéniques, ça ne s'est pas réalisé, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire que l'on ne fait pas. La bonne question, la question pertinente, veuillez m'excuser, c'est est-ce que tout ce qui est techniquement possible et rentable se réalisera? C'est ça la question. En réalité, je ne peux pas vous répondre. Toute ma vie, tout mon combat, toute ma réflexion a pour but d'essayer de dire il ne faut pas s'y résoudre. Parce que si vous imaginez un monde où tout ce qui est techniquement possible et rentable se réalise, il est urgent de supprimer, ça dépense beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, les élections, les parlements, les députés. C'est-à-dire qu'un peuple n'aura plus à déterminer ce qu'il considère légitime ou pas, bien ou mal, puisque tout ce qui est faisable et rentable sera fait. Le déterminant de la rentabilité et le déterminant technocratique de la faisabilité l'emportera sur toute légitimation du questionnement sur le bien. Ce monde-là est un monde moderne qui simplement nie la volonté humaine comme moyen de déterminer l'avenir. Ce monde-là, je ne le veux pas. Et si jamais il doit advenir, je préfère que ce soit après moi, mais je ferai tout pendant les années qui me restent à vivre pour qu'il ne soit pas imposé à mes petits-enfants.